Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la chirurgie viscérale qui va s'intéresser à une urgence assez fréquente, surtout dans le cadre des maladies psychiatriques, on va les voir, les ingestions de produits caustiques. Donc, c'est quoi un produit caustique? Un produit caustique est quelque chose de corrosif, quelque chose de toxique. Donc, ça peut être soit les acides, soit les bases ou bien autre chose. Et donc, la chose qu'on craint le plus, c'est le retentissement de ces produits sur le tube digestif, parce qu'on va les ingérer. Et donc, Mohamed, imagine avec moi, un jour, vous êtes en garde et quelqu'un se présente parce qu'il a ingéré un litre, bien, un litre بزاف, واحد 200 millilitres de, الماء القاطع. Quelles sont les lésions qu'il peut présenter? Des lésions œsophagiennes, ils peuvent même atteindre l'estomac. Le duodénum, c'est rare. Ils peuvent passer au niveau de la trachée, très bien. Et, et donc, le produit caustique, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle est la conséquence? Le patient, il va présenter quoi? Alors, les lésions, fait de localisation, mais qu'est-ce qu'il va présenter? Des ulcérations, des pertes de substance et qui peuvent évoluer vers quoi? La nécrose kaina. La nécrose est déjà présente. Le moment où les produits rentrent en contact avec la cellule, ils vont la liser. Mais une ulcération. L'ulcération, elle peut évoluer comment? حيت شنو هي l'ulcération بعدا؟ Donc, la paroi كتحفر. Et donc, إذا تحفرت شنو غيوقع؟ Perforation, tout simplement. Elle va se perforer. Et donc, si elle se perfore, surtout au niveau de l'œsophage ou bien la trachée ou bien autre chose, on peut avoir des pneumomédiastins ou bien des manifestations بحال هادو. Si c'est au niveau de l'estomac, on peut avoir le pneumopéritoine qui peut devenir une péritonite, etc. Mais quoi d'autre? عندنا هاد le produit caustique, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de... Donc voilà, il va liser les cellules. Qu'est-ce qu'ils vont présenter? Il va liser les vaisseaux. Donc des hémorragies. Donc c'est pour cela que c'est une urgence, parce qu'elle peut soit perforer les structures, ou bien le saignement peut être abondant. Donc c'est une urgence médico-chirurgicale potentiellement grave. Elle rentre surtout au niveau des tentatives des suicides. Et comme on a dit, pour ingérer les produits, c'est surtout dans le but d'autolyse. L'individu, il est dépressif et donc il trouve surtout au niveau du Maroc, il n'y a pas vraiment les armes à feu ou donc les autres méthodes les qui ne fait autre part. Donc ils ont recours surtout aux produits caustiques. La mortalité globale est de l'ordre de 10%. La morbidité est importante. Pourquoi? Parce qu'on va voir que les séquelles, elles sont assez graves. Surtout, on va les voir, on va les classifier. Donc la gravité, elle dépend surtout de la nature du caustique. Rappelez-vous, on a déjà vu que les bases sont plus graves que les acides. Et de la quantité ingérée. Si on ingère une quantité élevée, ce n'est pas comme si on ingérait peu. Et donc ça donne surtout, surtout un litre, surtout des lésions œsophagiennes ou bien gastriques. Donc le pronostic, il dépend de la précocité de la prise en charge. Parce que si on le prend en charge précocement, on peut contrer donc les lésions, en quelque sorte. Mais si on le prend en charge tardivement, les lésions se sont déjà installées et l'individu peut commencer à présenter les complications. C'est surtout une prise en charge multidisciplinaire. Pourquoi? Parce que très probablement, l'individu peut arriver dans un état de choc, surtout s'il y a une hémorragie. Donc on a besoin du réanimateur et de l'urgentiste pour stabiliser le patient. Et le moment où il est stabilisé, on doit explorer. Mais Mohamed, une question. À ton avis, est-ce que la fibroscopie œsogastro-duodénale est une bonne idée? Pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'elle peut aggraver les lésions. L'œsophage, on vient de stabiliser le patient, l'œsophage, il tient à peine. Insérer un endoscope, ça peut perforer avec le peu اللي كان باقي ناقصنا pour perforer. Et donc l'endoscope, ça peut attendre. On aura recours à autres moyens. Donc on va voir chirurgien viscéral qui peut même ouvrir la parotomie, explorer l'estomac s'il y a des perforations, médiastinoscopie, thoracoscopie, etc. Thoracotomie, un chirurgien
afin d'être capable d'explorer les lésions. Surtout si on suspecte une atteinte trachéale, on doit l'explorer. On doit bronchoscopie ou bien autre chose. L'ingestion des caustiques. Donc voilà. Donc un produit est caustique quand il est capable de son action chimique de détruire la structure des tissus. Le moment où il entre en contact. Donc tu vois un produit caustique. Il peut être soit acide, base ou autre. Donc l'épidémiologie, ça rentre surtout dans les tentatives d'autolyse, donc de suicide. 9 cas sur 10, surtout au niveau du Maroc. Ça se produit surtout chez l'adulte jeune, et parfois chez les sujets âgés aussi. وهذوك يكون la gestion volontaire. Ça touche les femmes plus que l'homme, mais l'homme, هما اللي كيشربوا des quantités importantes. Donc elle est plus grave chez l'homme. Et il faut surtout voir si l'individu n'a pas associé d'autres médicaments. Parce qu'on va voir qu'il y a certaines tentatives d'autolyse, des patients qui essayent d'overdoser en des médicaments. Donc ça aussi on peut le demander. Donc ils boivent tout et mangent n'importe quoi. Et chez les enfants, on peut trouver des épisodes d'ingestion accidentelle. Mais ces notions-là, ils restent des notions vraiment très minimes. Ils ne boivent pas et ils n'ingèrent pas accidentellement une quantité importante. Donc les lésions, elles sont moins graves. Mais tout de même, ça se produit aussi chez l'enfant. Donc chez l'adulte, c'est surtout l'ingestion volontaire. Chez l'enfant, très fréquemment, c'est l'accident. Donc on distingue les acides forts ou bien les acides faibles, comme l'acide chlorhydrique, sulfurique, etc. Esprit de sel, acide de batterie, anti-rouille, acide phosphorique. Les acides, ils faisaient la nécrose de coagulation, diffusion en profondeur limitée, et c'est pour cela que nous avons des lésions étendues, caractère liquide, qui te bloqua par le spasme du pylore. Et c'est pour cela qu'il قيس l'antre أكثر من أي بلاصة أخرى. كيبقى واحد تماك. Et c'est pour cette raison qu'on trouve beaucoup de lésions gastriques. La même chose, d'abord نشوفوا les bases. Les bases, si vous vous rappelez, كانوا كيديروا quel type de nécrose. كنا شفنا في sémiologie des brûlés. Vous vous rappelez pas? ليكيفاكسون، nécrose ليكيفاكسون هي هذه. عاقلين على واحد اللي كانت ايديه كامله بيضاء ولا كامله كحله وقيلا سي جو مابيل، كانت اللي كيف sémiologie des brûlés. Il s'est brûlé par une base. عقلتي على ديك التصويره. Voilà. Donc, soit le soude, le potasse, ammoniac, etc. Donc, il y a surtout des nécroses de liquéfaction. Donc, ils sont en profondeur. Et donc, diffusion pariétale, qui reste surtout l'œsophage à ce niveau-là. Caractère visqueux. Et ils peuvent ainsi donner des manifestations médiastinales. حاجة تقطع l'œsophage. فين غتدخل؟ غتدخل le médiastin. حيت تماك فين كاين le médiastin. Donc, surtout le médiastin postérieur. Et surtout, si ça diffuse vers l'avant, qu'est-ce que ça va toucher? لا تخاش الكره، الله يهديك اصاحبي. الكره باقي بعيد، باقي بعيد. الكره بعيد، لا لتحت راه يقدر يوصل ليه ولكن الكره بعيد. زعما المهم. قول لي لا تخاش، لا تخاش الفوق، مي صراحه عنده الحق، حتى لو كور سي ريزونابل دو بروبوزي لو كور. ومن بعد كاين برولور باغ لوكسيدون بحال لو جافيل او اوكسيجيني. هادو كيديروا سورتو بحال لا برولور تيرميك دي ليزيون روتاردي، كيديروا لنا دي راديكو ليبر اللي كيقدروا يديروا لك دي ليزيون في لا ميوكوز اللي كتموت بشويه بشويه كتنيكروزا. مي هادو ما كيكونوش غراف باسكو كيما قلنا la lise elle se produit progressivement alors que les acides ou les bases eux-mêmes sont capables de perforer la paroi et ainsi induire la lise ou de chicane. Et donc les oxydants coagulation. Acide, coagulation, liquéfaction, les bases. L'oxydant, tu vois, qui dit brûlure thermique. بحال brûlure thermique. Donc les facteurs de gravité, bien sûr, ils dépendent du pH. Si le pH est trop bas, ou bien le pH est trop haut, ce sont des facteurs de gravité. La concentration, si c'est très concentré. C'est-à-dire كيكون غير واحد المثال غير باش زعما نفهموا واحد شويه. L'acide chlorhydrique اللي كيستعملوا لي جيولوجيست، لي جيولوج، داك اللي كيخدموا على الحجر، اللي كيأتيديو لي مينري، كيكونوا تري بو كونسونطري. سي بور سيت ريزون كو لي جيولوج ما كتلقاوش كيخدموا بلي غون هانيه. مي لاسيد كلوريدريك اللي كنستعملو في اللابوغاتوار كيكون تري كونسونطري. تحط قطره على يديك مشات.
La forme aussi, est-ce qu'elle est liquide, solide, visqueuse, fluide, etc. Est-ce qu'il y a présence d'agent tensioactif هذاك l'élément اللي يقدر يدير لنا يطلع لنا التونسيون يطلع لنا زعما التونسيون هادشي اللي فكرت فيه وتساني اكثر ولا تغومبي ليك شي ارتère. Temps de contact avec la muqueuse, s'il y a un temps élevé, donc ça va bien perforer et bien liser, etc. Temps d'intoxication. Si on prend en charge précocement, on peut laver. Et la quantité ingérée. Donc, la dopamine, il module la gravité des lésions. Donc, on distingue quatre phases lésionnelles. Mais pour résumer, il existe deux grandes مثلاً, atteintes. Deux grandes atteintes. À votre avis, qui peut me les décrire? وحدة précoce, وحدة tardive. Donc, فاش غيجي نعم. Non. فاش يلاه كيجي le produit caustique. Qu'est-ce qu'il va faire في الأول؟ L'inflammation, très bien. L'inflammation, la nécrose et l'agression. Donc, il dit à la phase précoce. La phase tardive, qu'est-ce qu'il va essayer de faire le corps humain? La réparation. Et qui peut donner quoi? Si elle se fait d'une manière incorrecte? La fibrose. Et si مثلا la réparation l'inflammation et la régénération et c'est un facteur favorisant ديال dégénérescence donc تقدر دير لنا soit la fibrose ou bien dégénérescence donc cancer tumeur cancer donc elle dit grosso modo qu'est-ce qui va se passer donc au début on commence par l'œdème phase initiale et phase de détertion donc œdème hyperémie muqueuse حيت il est inflammé et surtout faut faire attention fin de la phase précoce, les deux risques الكبار هما la perforation et l'hémorragie. Donc ulcération, nécrose, thrombose veineuse, stase lymphatique, thrombose artérielle, ulcération, parodontie fragile. Donc le risque majeur, hémorragie ou la perforation. On note aussi la coagulation intraveineuse disséminée. C'est une atteinte. إذا كانت une lésion vasculaire excessive, ça peut stimuler en excès la coagulation. Et la coagulation, alors, elle peut se produire في وسط من le corps humain, كامل. Et c'est comme si on activait les facteurs de coagulation n'importe comment. Et donc, ça peut être un mécanisme fatal. Ou surinfection pulmonaire, etc. Donc, elle dit à la phase précoce. On peut être dans la phase de réparation. Donc, la phase de réparation et cicatrisation, l'œdème va être résorbé. Les fibroblastes vont augmenter leur activité, bourgeons inflammatoires, néo-vaisseaux, phénomènes infectieux, etc. Et le risque, non, c'est surtout la fibrose, sténose, quand la réparation est excessive, et la dysplasie, s'il y a un problème. C'est bon? Donc, pour résumer, on distingue la lésion en deux étapes. La phase précoce, les fines, c'est l'agressivité. L'agressivité de l'agent, il est que conditionner les manifestations, soit l'œdème, soit l'hémorragie, soit la perforation. Ça dépend de ce qu'on délai. On va dans la deuxième phase, il y a le corps humain qui essaye de réparer. Et donc, la réparation, c'est l'inflammation, cicatrisation. La cicatrisation, elle peut donner soit la fibrose, ou bien elle peut sténoser l'œsophage. Rappelez-vous que nous avons la notion de sténose peptique ou la sténose caustique. Sténose peptique, c'est quand il y a un RGO. C'est la sténose caustique. On va dans la dysplasie. C'est bon? Voilà. Donc les lésions tractus-digestifs, elles peuvent toucher n'importe où. La sphère ORL, bucco-pharyngée, la peau, l'œsophage, l'estomac, le pylore. Mais faut que le pylore, c'est rare. Plus rare, c'est le spasme, il bloque le passage des constituants. Il peut aussi toucher par contiguïté les autres organes, la rate, pancréas, côlon transverse. Surtout si il perfore l'estomac ou bien il perfore quelque chose, ça peut nous donner une péritonite avec l'atteinte des autres organes, des autres viscères. Ça peut aussi toucher le carrefour pharyngo-laryngé. On a le problème, c'est si ça touche la trachée et les bronches. Et là, ça devient une manifestation qui engage le pronostic vital. Pourquoi? Parce que le patient, il peut rentrer dans une détresse respiratoire. Donc, le carrefour pharyngo-laryngé, on a l'épiglotte, les sinus piriformes, les bandes ventriculaires, les arythénoïdes, cartilage, etc., cordes vocales, etc. Et ça peut passer au niveau de la filière trachéobronchique, soit par inhalation ou bien par diffusion. Ça veut dire que هذاك نزل l'œsophage,
mais il va perforer l'œsophage petit à petit de la face antérieure, et ainsi il va atteindre la trachée, la partie postérieure de la trachée. Donc endoscopie bronchique devient systématique dans ce cas, surtout si on trouve des lésions de type 2B ou bien 3, on va voir les types, et répéter. Ou bien l'atteinte, elle peut soit être directe par inhalation, ou bien indirecte par diffusion et extension. C'est bon? وهنا كنبداو نلقاو des nécroses et des perforations avec des fistules trachéo-œsophagiennes. ما بين la trachée ou l'œsophage كنلقاوهم. On peut aussi avoir une atteinte parenchymateuse, du parenchyme respiratoire, إذا هبط لتحت كاع. Donc inhalation, ingestion de substances volatiles. Et on peut aussi avoir des épanchements pleuraux associés. Donc les lésions, elles sont multiples. Mais majoritairement, اللي كتاب ديال الدق, c'est l'estomac et l'œsophage. كنهضروا حتى على les lésions buccales, mais هادوك c'est pas très grave, c'est pas très méchant. Mais je dis c'est pas très méchant, c'est mauvais bien sûr, mais ça ne menace pas aussi comme هاد les lésions اللي غنهضروا عليهم. Donc comment prendre en charge? Ah oui, j'ai un commande le patient. Qu'est-ce que vous allez faire à votre avis? Réfléchissez un peu. Yassine, قبيلة كنت سولت محمد, قلت لي est-ce que c'est une bonne idée de faire l'endoscopie, la fibroscopie œsogastro-duodénale? Qu'en penses-tu? Ah, pourquoi? Très bien. Si le patient est instable ou la باينة فيه شي حالة صعيبة, l'endoscopie ou la fibroscopie, elle peut être faite, mais il faut être très prudent. Parce que, comme vous l'avez mentionné, تقدر تكون l'hyperémie, يقدر يكون saignement, et donc on peut aggraver les lésions, etc. Si il est en train de saigner l'hématémèse, pas de fibroscopie. Voilà. Donc, initialement, éviter les erreurs. Donc, il ne faut pas aggraver les lésions caustiques par n'importe quel moyen. Il ne faut pas mettre de sonde, la sonde nasogastrique ou le شحال بحال هكا. Traitement symptomatique des détresses vitales. Il y a quelqu'un qui dit une détresse respiratoire, oxygénation, mise en condition, double voie veineuse. S'il fait un choc hypotensif, il faut remplir, etc. Faire un bilan lésionnel précis. Donc, voir s'il y a un retentissement respiratoire, s'il y a un retentissement digestif, s'il y a un pneumopéritoine, s'il y a un pneumomédiastin, etc. Prise en charge des effets systémiques. Donc, qu'il y a certains caustiques qui ont des effets diffus. وهنا كنهضروا على la notion ديال antidote. اذا كنتي عارف بلي هاد l'élément كتقدر تعطيه كتقدر تانجيكتي هاد la substance pour contrer, on peut l'administrer. Et si dans certains cas on voit une indication opératoire, il faut la poser immédiatement. مثلا pneumopéritoine, صافي, laparotomie ou bien célioscopie. S'il est en choc, c'est la laparotomie. Rappelez-vous, la seule contre-indication de la célioscopie, c'était le choc hémodynamique. Secondairement, on peut réanimation hydroélectrolytique, nutritionnelle, surveillance des complications aiguës, nécessitant un acte chirurgical différé ou une réintervention, etc. ومن بعد كنقدروا نريباريو les lésions. Ce n'est pas immédiatement. Pourquoi? حيت au début باقي كاين la phase ديال cicatrisation, inflammation, œdème, داكشي كامل. Donc si on intervient trop tôt, si le patient maintenant il est stable, on va pas intervenir. Si on l'a stabilisé, on va pas intervenir. Donc on va attendre jusqu'à ce que l'inflammation et la cicatrisation soient finies. Et ensuite on va opérer et faire nos mesures. C'est bon? Très bien. Je crois que je enregistre. Voilà, donc je enregistre bien. On continue. Donc les erreurs à éviter, pas de décubitus dorsal, pas de vomissement provoqué, pas de lavage gastrique, pas de neutralisation par antidote péros ou la pansement gastrique, pas de sonde nasogastrique, pas de voie jugulaire ou subclavière, pas de fibroscopie, surtout s'il y a une perforation, si suspicion de perforation digestive, et pas d'intubation. Les هادو peuvent aggraver les lésions, soit au niveau de la bouche, soit au niveau de l'œsophage, soit au niveau de l'estomac. Ça peut aggraver une lésion quelque part. Donc, il faut mettre en condition le patient. Comment? Il faut le préparer, si on va le faire, une fibroscopie digestive haute ou bien une endoscopie trachéobronchique. Si on suspecte une lésion, donc plus ou moins. Si on suspecte une lésion au niveau de la trachée ou l'arbre bronchique, on dirait l'endoscopie, la bronchoscopie. Donc, position demi-assise, nettoyage de la bouche au sérum salé, lavage à l'eau des surfaces cutanées contaminées, ils ont été agressés, voie veineuse périphérique, mais chez la jugulaire, assurer la liberté des voies aériennes supérieures, oxygénation mgada,
Si on a un œdème laryngé, on doit administrer la corticothérapie pour diminuer avec l'œdème. Et rappelez-vous, l'œdème laryngé peut induire l'asphyxie. Intubation si détresse respiratoire ou trouble sévère de la conscience. S'il y a une hypovolémie, il faut la corriger par remplissage. Remplissage macromoléculaire ou la substance, voilà, macromoléculaire ou la remplissage rapide. S'il y a un trouble acido-base, il faut le corriger. Premier prélèvement sanguin pour évaluer le retentissement. ECG pour savoir s'il y a un trouble des ions. Maintenant, hyperkaliémie ou la hypokaliémie ou l'ébriétus quand tu trouves le ECG. Et faire une radio de thorax et l'ASP. Radio de thorax à la recherche d'atteinte parenchymateuse مثلا ou le pneumomédiastin ou bien entre autres et l'ASP à la recherche autour du pneumopéritoine ou autre. C'est bon? Voilà. Donne-moi les indications de ce qu'on veut chercher. L'anamnèse, elle doit être minus, oui, voilà. Sérum salé. Le sérum salé هو physiologique, ça veut dire إذا حطيتيه في الكور ما يقدرش يدير لي شي مشكل. C'est un sérum physiologique. Voilà. L'anamnèse, si le patient, bien sûr, il est conscient, elle doit être minutieuse. On doit lui demander le maximum de renseignements sur l'élément qu'il a ingéré. Si c'était un solide, un liquide, si la concentration, le type, تبقى تسولو quelle marque يقول لك شربت سانيكروا. واخا انا ما عرفت شنو هي سانيكروا. المقاطع يقول لك الماركه هو ولا يقول لك المقاطع بدل الماركه. L'horaire, pour nous indiquer la durée. Recherche d'une polyintoxication associée s'il a pris l'alcool avec des médicaments. Notion d'autolyse, parce que s'il rapporte qu'il a pris pour une notion d'autolyse, on doit prescrire un avis psychiatrique. Donc, profil psychiatrique, antécédents similaires, dépression, psychose, rupture de traitement psychiatrique, etc. Le produit a-t-il été avalé ou bien il a recraché, il a vomi immédiatement après? A-t-il vomi? Est-ce que le patient a bu après l'ingestion? Et rechercher les signes cliniques de gravité. Les signes cliniques de gravité, qui soit la détresse respiratoire qui va se manifester par les signes de gravité. La détresse respiratoire se manifestera par polypnée ou bien bradypnée. Bradypnée, c'est même pire, donc la dyspnée. Quoi d'autre? Il va désaturer. Quoi d'autre? Hippocrate médita, c'est un peu plus chronique. ما غاديش يبان لك. Oui. Ah, ah. Signe de lutte respiratoire, il va essayer de vaincre l'insuffisance et تبقى تكون معاه tachycardie réflexe possiblement. ومن بعد عندنا palpitation donc il y a ومن بعد عندنا les atteintes le choc hémodynamique, le choc tensionnel. Donc le choc comment il va se manifester? Collapsus هي hypotension avec tachycardie. Au choc هي si on ajoute des signes de perfusion. Voilà. Pâleur, marbrure, etc. Voilà. Rechercher les signes de gravité. Donc, signe de gravité, que maintenant, soit péritonite, ça veut dire qu'il a une perforation quelque part, hématémèse, emphysème sous-cutané. Emphysème sous-cutané, ça veut dire qu'il y a un pneumomédiastin, غالبا. C'est l'équivalent des emphysèmes. Donc, ça témoigne d'une perforation œsophagienne. Donc, c'est l'équivalent du pneumopéritoine مثلا. État de choc, soit l'hypovolémie, septique, toxique, etc. Marbrure, hypothermie ou hyperthermie. Agitation extrême, troubles neuropsychiques, détresse respiratoire, hypoxie, acidose métabolique, etc. Donc hypoxie, hypercapnie et acidose métabolique. C'est bon? Ah, bon, je suis métabolique, mais acidose. Voilà. L'examen ORL, il doit rechercher les lésions de la sphère ORL, l'épiglotte, la trachée, le pharynx, etc. Dyspnée laryngée, dysphonie. Laryngoscopie indirecte ou bien nasofibroscopie pour évaluer le retentissement. S'il y a un œdème laryngé, s'il y en a, on doit indiquer l'injection de corticoïdes ou destruction du carrefour pharyngo-laryngé. Et donc, dans ce cas, l'individu qui a un carrefour non fonctionnel, ça veut dire qu'il ne peut plus respirer et assurer la fonction du pharynx quand il y a filtré entre ce qui doit aller vers la trachée et ce qui va aller vers l'œsophage. Et donc, dans ce cas, on doit l'intuber. Ça fait, le patient doit le- حيت- le- le-
راه غالبا هاد الباسيون اذا خليتيه بوحدو بحال هكا فايق وحاول يتنفس بوحدو il va faire beaucoup de fausses routes parce que l'épiglotte n'est plus fonctionnelle et donc la sphère ORL n'exerce plus sa fonction correctement ماشي la sphère ORL en général غير هاد la partie. Voilà. Les signes cliniques mineurs, douleurs spontanées, brûlures, dysphagie, hypersialorée, vomissements, éructation, etc. Les signes biologiques de gravité. Donc la thrombopénie. Elle est la thrombopénie. Et la thrombopénie, ça peut être un indicateur que peut-être la coagulation intraveineuse disséminée. La coagulation intraveineuse disséminée, bien sûr, elle va consommer les plaquettes. Elle va consommer aussi les facteurs de coagulation. Ça veut dire que بداو des cailloux partout au niveau du corps humain. Et ça peut mener au décès, carrément. Ou bien sûr, on peut aussi voir l'augmentation des dimères lors de la CIVD. L'insuffisance rénale, un choc tensionnel peut induire l'insuffisance rénale. L'acidose métabolique, l'augmentation de la liposymémie si on a une irritation pancréatique, hyperleucocytose si on a surtout une péritonite associée, anémie, etc. si on a une hémorragie, et la liste que je ferai là. C'est bon jusque-là? Bien sûr. Une lésion اللي خايبه بزاف au niveau des vaisseaux ما غديرش لك l'hémostase localisée غدير لك l'hémostase في tout le corps humain hémostase et coagulation وهذه هي CIVD et donc غيوليو عندك des cailloux qui se forment partout au niveau du corps humain et donc c'est très grave حيت ça va commencer à bloquer la circulation sanguine نعم lésion vasculaire très grave ماشي une petite brèche راه l'artère elle est sectionnée carrément voilà les signes radiologiques oui نرجع له. Donc les signes mineurs, les signes qu'on peut trouver au souci, mais ce n'est pas très alarmant. زعما عادي ان اي واحد qui va prendre un produit toxique quelconque va présenter هاد les signes حيت ça fait mal. Donc douleur, brûlure, dysphagie, hypersialorée, ça rentre dans le cadre du syndrome œsophagien. Donc il y a quelque chose au niveau de l'œsophage qui l'irrite, vomissement, éructation, etc. C'est bon? Voilà, continue. Les signes radiologiques, au niveau de la radio de thorax, on peut voir les pneumopathies d'inhalation, donc une atteinte parenchymateuse. On peut voir un épanchement pleural, un emphysème, un pneumomédiastin, un pneumothorax ou la Lisques prarada. Au niveau de l'ASP, on cherche surtout le pneumopéritoine, il y a une complication à redouter, parce que s'il y a un pneumopéritoine, c'est que certainement ce patient il va faire la péritonite. Voilà. Donc deux situations. Si nous avons une forme non compliquée, on peut faire l'endoscopie, mais il faut faire très attention. Donc l'endoscopie est importante parce qu'elle nous permet d'évaluer les lésions digestives, pulmonaires et ORL. حيت l'endoscopie راه كتدخل. Alors, la laryngoscopie, c'est une endoscopie. Donc غنديروا laryngoscopie, fibroscopie digestive, bronchoscopie si on suspecte des lésions pulmonaires et on va évaluer l'état. S'il y a un besoin d'acte chirurgical, on va l'indiquer dans ce cas. Mais si nous avons une forme compliquée, une forme à risque, donc là, on ne va pas s'amuser à perdre notre temps à faire l'endoscopie, surtout que l'endoscopie est à risque. Ça veut dire que si il y a des lésions graves, on peut les aggraver encore plus avec nos manœuvres. Donc si on trouve une détresse respiratoire, hémorragie massive, CIVD, troubles psychiques, c'est une urgence chirurgicale. Donc on va indiquer l'exploration chirurgicale pour trouver la cause. Donc, dans certains cas, si nous avons la détresse respiratoire à elle seule, on peut faire, mais chez à elle seule, si on a la détresse respiratoire, on peut faire la bronchoscopie à elle seule rapidement. Si nous avons l'œdème laryngé, la corticothérapie intraveineuse peut sauver avec le tableau d'asphyxie. Ce sont juste des tableaux qui يقدروا يجيو مع هاد la forme grave. Mais حنا اللي كنهضروا عليها surtout les perforations ou les hémorragies massives, c'est la chirurgie qui doit être mise en place. C'est bon? Voilà. Donc, endoscopie digestive, donc fibroscopie incontournable et obligatoire s'il n'y a pas de contre-indication.
donc détermine le pronostic et guide la prise en charge. Donc ce sont des patients qui vont nécessiter alors une osogastrectomie, une jejunostomie d'alimentation ou bien une simple surveillance. Donc ça va nous guider. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va faire l'osogastrectomie, ça veut dire on va les enlever carrément, parce qu'ils ne sont plus, ils menacent le pronostic vital. Ça peut perforer, ça peut saigner, et donc si on fait une chirurgie adéquate, on peut éliminer donc les complications. On peut faire aussi une gynécostomie d'alimentation, parce qu'à ce niveau-là, si quelqu'un s'alimente par la voie normale, il peut irriter l'œsophage, qui est un état vraiment très altéré. Et donc, on va lui faire de la gynécostomie pour éviter d'aggraver les lésions. Et si à l'endoscope on trouve qu'il n'y a rien, il n'y a rien de très grave, on peut faire une simple surveillance continue. C'est bon? Oui. Mais bien sûr, l'endoscopie digestive, on ne va la faire que s'il n'y a pas de contre-indication. C'est bon? Donc, les conditions de la fibroscopie, quand est-ce qu'on va la faire? Le délai de la réalisation, il doit être entre 3 et 24 heures. Elle est contre-indiquée au-delà de 48 heures. Et au-delà de 48 heures, peut-être la cicatrisation et peut-être la réaction du corps humain pour se protéger, mais c'est pour se protéger, pour régénérer. Et donc, si on introduit notre tube, notre endoscope, ça peut aggraver et menacer avec la cicatrisation normale. Parce que علاش كنقولوا entre 3 et 24 heures حيت entre 3 et 24 heures les lésions sont maximales plus ou moins ديال هذوك les acides les bases ديال l'eau de javel formol les oxydes etc. Et bien sûr comme toujours il faut respecter les contre-indications surtout les perforations. L'état hémodynamique et respiratoire doivent être stables et l'endoscopiste doit être entraîné en présence d'un réanimateur et chirurgien parce que ce sont des patients qui sont à risque de faire un accident faut se mettre l'endoscopie. Donc sous contrôle de vue. On doit utiliser un endoscope souple, de faible calibre, et l'opérateur suffisant, calibre canal opérateur suffisant, etc. L'aspiration maximale, même c'est l'insufflation. Et l'endoscope, rappelez-vous, il peut soit insuffler de l'air ou bien aspirer. Rappelez-vous, si vous le savez. L'endoscopie, elle est munie de deux boutons. Le bouton qui permet d'insuffler de l'air et un bouton qui permet d'aspirer. Pour aider à la vision. Et on ne doit pas faire de rétrovision. Pourquoi? Parce que la rétrovision, c'est que dire un tour au niveau de l'endoscope. Et donc avec le tour, ça peut toucher la paroi et l'irriter. Et si elle est inflammée et voilà, elle est ulcérée, ça peut aggraver la lésion. Donc pas d'anesthésie générale ni d'anesthésie locale. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de vomissement et le risque de vomissement, il peut aggraver la lésion, l'atteinte et l'inhalation. Donc la fibroscopie elle doit être rapide mais complète. Description précise et stéréotypée pour nous guider notre thérapeutique et prise en charge. C'est bon? Ah, تقدر تاسبيري وي اذا شتي شي حاجه حيت اذا انسوفليتي راك غتبوسي لا باغوا غتدفعها راك فوالا دونك فاش كتانسوفلي دو لير راه بحال كتنفخ لا باغوا بحال النفاخه تخيل النفاخه شاده في راسها بزز النفاخه غتقطع فين ا جي انستيزي جينيرال ا ال انستيزي لوكال فاش كتانستيزي شي واحد كيقدر يتقيا et donc vomissement peuvent aggraver les lésions. Voilà. Donc les limites de la fibroscopie, elle est très importante, mais bien sûr qu'il y a des limites. Elle renseigne sur l'étendue de la surface, mais ne sait pas exactement la gravité de la lésion. Et si d'abord tu trouves réellement la lésion sur la muqueuse, c'est une biopsie, mais on ne peut pas la faire. Donc mais moins bien sur leur étendue et profondeur. Donc c'est pour ça la fibroscopie, que certaines règles, est-ce que la lésion est étendue, mais si elle est très grave, on ne peut pas vraiment le savoir. Donc l'examen fibroscopie doit être ajouté aux autres signes généraux et locaux de gravité. Cet examen peut difficilement être répété sans danger. Donc, plusieurs fois. Une chose à noter, la gravité de lésion digestive
n'est corrélé ni à la sévérité des lésions oropharyngées, ni à la symptomatologie clinique. On se réfère surtout à le tableau اللي غنشوفو دابا ديال la fibroscopie œsogastrodonale pour savoir est-ce que les lésions sont graves ou non, surtout au niveau de l'œsophage. Donc, le tableau, il va décrire des lésions en fonction de leur gravité, en fonction de شحال محفرة la paroi, en commençant غير من l'érythème et l'œdème jusqu'à la perforation. Donc, érythème, œdème, ulcération, nécrose, perforation. Regardez ici des images. Donc, stade 1, érythème, œdème. Stade 2, ulcération linéaire, ulcération circulaire et confluente. Stade 3, nécrose localisée. A. B, nécrose diffuse. Mosaïque, ça veut dire une alternance, mais bien kulchi. Regardez ici. On trouve l'inflammation, l'érythème. On trouve des taches de nécrose. Et on trouve l'ulcération. Donc, mosaïque, il est mixte, panaché. C'est bon? Voilà le tableau نرجعوا ليه. اها perforation راه متقبه راه غتبان لك شي تقبه. Donc, érythème, œdème, stade 2A, ulcération superficielle linéaire ou ronde, muqueuse friable, ulcération creusante circonférentielle, nécrose, perforation, etc. Voilà. Si on suspecte une lésion bronchique, on va faire l'endoscopie trachéobronchique. Donc, l'atteinte parenchymateuse par fausse route ou produit volatile peut se produire par deux origines. Soit l'inhalation, donc ça veut dire fausse route, ou bien diffusion. Avec le produit caustique, il va commencer à perforer la paroi de l'œsophage, la partie antérieure de l'œsophage, et ainsi il va toucher la partie postérieure de la trachée. Et donc depuis l'œsophage, paroi postérieure, etc. Il doit être systématique le moment où on suspecte des lésions de type 2B ou bien 3. Les deux sont très probablement, ils peuvent diffuser vers la trachée après. Ou bien devant des signes respiratoires. Si nous avons une lésion respiratoire, ce n'est pas comme si on avait un système respiratoire intact. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de thoracoscopie مثلا مش thoracoscopie اسمحوا لي مثلا ديال une correction respiratoire. Le système respiratoire خدام قاعد دونك ما تحتاج دير ليه والو غادي on va juste corriger le trouble مثلا s'il y a une atteinte hémodynamique ou la œsophagienne ou la autre chose ou là on le laisser tranquille. Mais si on a une lésion trachéale ou bronchique, c'est autre chose. On peut l'aspirer, on peut faire plusieurs choses. Donc, oui, SD, fin كاينة. PSD, branche souche. Ah, voilà. Le scanner. Le scanner, il est très utile. Surtout avec l'amélioration dialogue ou l'augmentation de la spécificité ou la qualité, il permet de voir les lésions de manière précise. Actuellement, il est l'imagerie de choix, surtout avec injection de produits de contraste, permettant de visualiser les perforations et l'inflammation de chicane. Le scanner, il est très utile. Il est surtout indiqué dans les stades 3B ou devant des signes de gravité, pour voir s'il y a une hémorragie, s'il y a une perforation, s'il y a autre chose. Donc, critère scanographique de sévérité, c'est l'absence de prise de contraste de la paroi œsophagienne. Ça veut dire qu'il est en train de souffrir, qu'il est ischémié, avec présence d'une nécrose transpariétale. On peut aussi trouver un épaississement de la paroi œsophagienne ou gastrique, une infiltration de la graisse péridigestive. Pour que ça produise, ça veut dire qu'il y a une perforation. Un épanchement médiastinal, périœsophagien, donc perforation œsophagienne. Péridigestive, ça veut dire une perforation gastrique, très probablement. La présence de bulles d'air signe la perforation digestive. Donc, un scanner. Elle permet aussi d'explorer le poumon, les lésions pulmonaires, donc les bronches, etc. On peut voir si elles sont inondées, si elles sont perforées, si elles sont inflammées, etc. C'est bon? Voilà. Donc l'attitude thérapeutique, elle varie dans le stade. هذاك هو اللي كنعتمدوا عليه. Ni la clinique, ni زعما شنو اخر شنو كان اخر اللي ما كنعتمدوش عليه. المهم la thérapeutique, elle dépend des résultats de la fibroscopie œsogastrodonale. Mais surtout de la fibroscopie n'est indiqué que s'il n'y a pas de contre-indication. Si le patient est instable, c'est des chirurgies pour le stabiliser. Ou bien tu le stabiliser médicalement, etc. Donc le stade 1, rappelez-vous, stade 1 quand seulement l'inflammation et l'érythème. Comme ça veut dire que la muqueuse
Elle est inflammée. Mais l'inflammation peut se résoudre spontanément. Donc, alimentation autorisée, hospitalisation 24 heures, prise en charge psychologique, contrôle endoscopique, mais qu'un rouge, et ça fait. La prise en charge psychologique, et c'est tout. Alors que le stade 2, ça diffère, jeûne de 8 jours, ou aide qu'un la fibroscopie. Tiens, guérison, lésion évolutive. Si la lésion évolue, donc un jeûne de 15 jours, ou qu'on a une fibroscopie. Que si c'est stade 2B ou bien stade 3A, jeûne de 21 jours, avec une nutrition parentérale. هاد لو باسون راه ما غياكل والو دونك خاصك توكلو. دونك فيبروسكوبي ازوغاسترودينال. نعم. جون دو 8 جور. اصبر. اصبر. واش لا بيان سور غتكون شي نوتريسيون تاعي تماك مي جوست البرفيوزيون بالسيروم سي سوفيزون. مي الليمن نوتريسيون بارونتال غيوليو يعطيو داك الكونتوني هيبر كالوريك اللي فيه كلشي. هنا غالبا يكونوا كيعطيوها السيروم حيت يقدر يبقى حي غير به هو. هنا يوليو كيعطيو نوتريسيون بارونتال اوسي. فوالا. دونك اون فونكسيون دو لا ليزيون. Donc, en fonction des résultats des fibroscopies, on va décider. Si ça guérit, il faut contrôler. Et contrôler, on peut décider si on va faire une dilatation endoscopique, un bypass chirurgical. Sinon, on peut mettre en place une jéjunostomie d'alimentation, etc. Donc, oesophagectomie stripping, on va voir c'est quoi. Elle dit c'est surtout réservé au stade, il y a une atteinte trachéobronchique. La fibroscopie trachéobronchique. S'il n'y a pas d'atteinte trachéobronchique, rendez-le oesophagectomie. Donc pour résumer, stade 1 ou la 2A, l'alimentation elle est permise, ça fait pas de problème. Stade 2B, stade 3A, il faut attendre, donc le jeûne, oui. Hmm. Donc le jeûne de 8 jours au nutrition, tu vas voir ce que tu veux. Donc voilà, ulcération nécrose, le jeûne de 15 jours pour atteindre la cicatrisation et autres. On va fibroscopie de contrôle. Si c'est sténosé, on peut dilater et autres. Donc gastrectomie partielle. À partir du troisième mois, rappelez-vous, on doit attendre 3 mois avant un acte chirurgical. Si c'est froid, si c'est plus une urgence, la chirurgie est différée. Stade 3P, laparotomie exploratrice en urgence et en fonction de ce qu'on trouve, gastrectomie totale ou bien anastomose oesoginale ou bien oesophagectomie, etc. Donc les stades 3, qui ont deux stratégies. Soit une stratégie préventive ou bien une stratégie conservatrice. Donc stratégie préventive, c'est une chirurgie précoce systématique pour éviter les complications de la nécrose. Maintenant, surtout que quelqu'un il est en stade 3A au niveau de l'œsophage et vous savez que le stade 3A, très fréquemment, il va sténoser. Donc vous pouvez œsophagectomie. Donc on va enlever l'œsophage. Donc il y a préventive. Mais sinon conservatrice, quand les résultats, donc surveillance, et en fonction de l'apparition de quelque chose, chirurgie en urgence. C'est bon? Donc, on a les deux stratégies les كاينين. Donc, on a décider. Chaque chirurgien doit raisonner et décider. Oui, je نقول لك. سير تشوف الفيديو ولا ولا شي سول الأستاذة الحصة الجاية ولا شي بحال هكاك. فاهم؟ Donc, confrontation péropératoire. Donc, à l'endoscopie, on doit évaluer le degré. CS3, on doit stadifier. Et le moment où on stadifie, ça peut aussi orienter l'acte chirurgical. Donc, limite de l'endoscopie digestive, le moment où on fait le stade 3, comme donne des stratégies conservatrices, plutôt que préventives. Donc, pour résumer, oui, donc voilà. Donc au final, إذا كان عندنا stade 3 اللي فيهم des ulcérations اللي profondes وخايبين اسمحوا لي des nécroses خايبين ça veut dire que ça peut s'aggraver à n'importe quel moment. Donc هنا on doit décider. حيت rappelez-vous stade 1 c'était juste l'érythème et donc ما غيبقى عليه والو ça va se résoudre spontanément et ça va rentrer dans l'ordre. Mais la nécrose ça peut perforer à n'importe quel moment. Donc هنا le chirurgien il doit décider. Donc si on a un signe de sévérité ou bien
avec un stade 3A ou bien un stade 3B, ça veut dire que هذيك, la lésion elle est instable. Donc la chirurgie doit être indiquée en urgence. Mais s'il n'y a pas de signe de sévérité, donc l'évaluation pluriquotidienne, et si l'état s'améliore, on peut déclarer sortant jusqu'à mettre la chirurgie après 3 mois à froid ou autre chose. C'est bon? Donc هذا هو الفرق. حنا غندير les chirurgies en urgence في البلاصة pour prévenir la perforation ولا les complications. Alors que هنا غتقدر دير ليه مثلا chirurgie من بعد حتى يبريزونتي شي حاجة. C'est bon? انت كتيفالوي. اه لا هي دي conservatrice. هي دي conservatrice. Conservatrice, donc stratégie 3A. Bon, 3A, 3B. Conservatrice, surveillance, il y a des que de surveiller. Et en fonction de شنو كاين SS0, donc ما كاين والو, surveillance MC. Médical continu. Signe de sévérité. Voilà. Ah, voilà. Donc, l'évolution des lésions caustiques, comme on a dit, les stades 1 et 2A, surtout les guérisons spontanées. Donc, c'est pour cela l'alimentation est permise et voilà, le suivi, bien sûr, hospitalisation. Mais après que le patient il présente un retour à la normale, donc ça y est, c'est fini, c'est guéri. Mais s'il présente les lésions, la 2B ou la 3A ou la 3B ou la 4, donc là, les complications graves commencent à apparaître, notamment les hémorragies, surtout d'une manière précoce, ou bien les perforations, on peut avoir les séquelles tardives, les sténoses ou bien dysplasie. Donc, il faut faire très attention. Donc, complications secondaires, donc hémorragie, perforation, infection, fistule, sténose. On a stade 3 et 4, il faut faire surtout très attention. On a qui connaissent des complications vraiment très foudroyantes. Donc, complications pulmonaires, détresse respiratoire, perforation œsophagienne, ce qu'on spontanément mortelle, hémorragie digestive importante, massive, diffusion précoce de la nécrose aux organes de voisinage, et donc ça peut donner des lésions diffuses. C'est bon? Voilà. Donc, regardez ici des images qui nous montrent la sténose. Sténose ulcérée, le calibre est diminué. Regardez, à gauche. Ensuite, à la radiographie, on peut voir la sténose. Regardez, c'est bloqué. Sténose antrale, au niveau de l'antre, oui, bien sûr. Ça, voilà, on continue. Sténose antrale, si ça va toucher l'antre. Donc, regardez ici, c'est sténosé. Néoplasie à long terme, donc l'apparition, c'est une évolution rare mais qui peut se produire. Le risque, il est multiplié par 1000, imaginez avec moi, après 20 à 40 ans d'évolution. Donc, même si un individu, on le déclare sortant, on doit faire une fibroscopie œsogastro-duodénale régulière, donc par an, chaque année. Les facteurs favorisants surtout sont les dilatations répétées. Ça veut dire que ça sténose à répétition. Ça veut dire que le tissu, il est très actif. Et rappelez-vous, c'est une dysplasie. C'est une hyperplasie. L'hyperplasie, ça favorise le dégénérescence. Donc voilà, diagnostic positif précoce, donc extension loco-régionale limitée par la fibrose. Donc c'est une néoplasie de bon pronostic. Parce que regardez bien qu'il connaît un carcinome in situ s'il apparaît et donc le traitement qui connaît un local. Ah, oui. Ah. Surtout puisque c'est une zone inflammée et fibrosée, ça va limiter l'infiltration du cancer. C'est un facteur favorisé. C'est un facteur de meilleur pronostic. Les patients ils consultent tôt. Et deuxièmement, le cancer est limité par la fibrose. Voilà. L'attitude thérapeutique, surtout si on a une manifestation bronchique, le risque c'est la médiastinite. Ou médiastinite, elle peut être très mortelle. Et donc s'il y a des présences de lésions sévères, on va faire la thoracotomie. Mais s'il n'y a pas de lésion sévère,
on va faire un stripping oesophage à thorax fermé. علاش علاش كنديروا هذا الفرق بيناتهم؟ حيت اذا كان دي ليزيون سيفير او نيفو ميدياستينال ولا بولمونيير، راه تخيلوا انت جالس فاتح على لوزوفاج à partir d'un petit trou, ou donc si on touche le médiastin, on peut l'irriter ou bien causer un problème, etc. Qui connaît l'inflammation في toute cette région, des nodules. Donc déjà راح شي حاجه تماك, le patient peut mourir immédiatement. Donc c'est pour cela le stripping oesophage, c'est une opération, une imaginaire, qui consiste à éliminer l'osophage. Donc stripping. Donc كتشدو, كتزير عليه وكتخرجو. Voilà la parotomie médiane, cervicotomie gauche. Voilà, كنسدو, كتزير عليه. 1, 2, 3, voilà 4 كيولي مزير. ومن بعد ستريبينغ اوزوفاجيان بلس غاستريكتومي توتال. اذا بغينا نحيدو معاه ليستوما حتى هو كيمشي كله. ومن بعد كنديرو جاجينوستومي d'alimentation pour protéger le patient. Mais d'abord le stripping oesophage. Donc ça se fait à thorax fermé. Mais imaginez avec moi, vous avez le médiastin qui est malade. Donc انت منين غتخرج l'estomac ولا غتخرج l'oesophage, il va traverser هاد les organes. Et c'est pour cela, si on suspecte une lésion médiastinale ou la bronchique, c'est contre-indiqué de faire la manœuvre ou l'intervention. C'est bon? Voilà. Donc s'il y a des présences de lésions sévères, donc on dit thoracotomie. On va ouvrir avec un patch pulmonaire. Donc stripping de l'œsophage, خاصك تخرجو. L'atteinte respiratoire كما قلنا est une contre-indication au stripping. Nécrose oesogastrique totale, regardez, وخرجناها. Nécrose gastrique, gastrectomie totale. On peut ensuite faire une chirurgie de reconstruction plus tard. Donc dès les post-ingestion, c'est plus de 6 mois. عاد كنديرو كنرجعو l'œsophage. Après un bilan psychiatrique, un examen ORL, après une préparation colique, et on doit faire une coloscopie totale pour voir que le côlon il est bien. Donc à partir de هادشي كامل, on va faire une oesophagoplastie. Donc on va restituer l'œsophage l'inaxo. Donc c'est une interposition rétrosternale d'un greffon. Donc on va prendre une partie surtout de l'iléon ou bien le côlon ou bien le côlon transverse. On va prendre une partie et c'est elle qui va commencer à jouer le rôle de l'œsophage, tout simplement. Regardez ici. Donc نشدو طرف من الكولون ولا ليليون وكنطلعوه الفوق كيولي هو l'œsophage ديال لو باسون حيت il n'a plus d'œsophage. Donc association d'œsophagoplastie, œsophagoplastie par cervico-sternolaparotomie, cervico-sternolaparotomie. كانت تفتحيه كامل, كتشد ليليون ولا الكولون, كتطلعو الفوق et il va commencer à jouer le rôle ديال l'œsophage. Donc regardez ici, il est abouché au pharynx et ensuite au niveau inférieur, il est abouché au duodénum. Et درنا l'œsophagogastrectomie au préalable. Donc ما بقى عنده لا أوزوفاج لا استوما. كان هو كياكل من لا جيجينوستومي. مي دابا جا الوقت انه يرجع ياكل من لا فوا نورمال. بلوز او موان. سي بون؟ ميتابلازي فين. علاش الميكوز ديال الكولون تبقى عليه ميتابلازي؟ C'est possible, c'est vrai. C'est raisonnable de réfléchir comme ça. Mais pourquoi ça ne va pas vraiment se produire? حيت الأسوفاج كان كيلعب دور غير أنه يحرك les aliments. Et le côlon حتى هو il est résistant تقريبا. Donc il peut jouer le rôle ديال transporteur, tout simplement. Mais c'est vrai. Le côlon يقدر يوقع عليه الميتابلازي avec le temps parce qu'il se trouve dans une région où il ne devrait pas l'être. Mais tout de même, il peut jouer le rôle d'il seulement transporter. L'œsophage, هو كان qui transportait les aliments. Mais et il ne va pas jouer le rôle de l'estomac. Le patient راح يترى ما كاينش les enzymes, ما كاينش les sécrétions, ما كاينش etc. Donc iléocoloplastie droite rétrosternale. Donc كنشدو طرف من ليليون كولون كنقطعوه الفوق وكنلصقوه مع le duodénum. Regardez ici. Vous voyez? Donc iléocoloplastie droite. Regardez l'image à droite en bas qui nous montre le côlon qui joue le rôle du duodénum.
Donc les complications de l'opération, donc هانتوما درتو des fils de suture. Qu'est-ce qui peut se passer? Les complications. L'infection, donc l'infection de la région li on a opéré. Quoi d'autre? Ça peut lâcher, oui. Quoi d'autre? اذا هذاك لا ريجيون تانفيكتات وبدات كتانفلاما شنو يقدر يوقع عليها من بعد؟ سي سورتو ا لون تيرم. نقول لي ستينوز. فيبروز با فريمون نقولوا ستينوز كتر. Ça peut aussi, إذا درتي une suture trop serrée, qu'est-ce qui peut se passer؟ غاتإسكيميي. غاتإسكيميي ديك لا ريجيون. حيت بحال هكا غتصعب عليها الفاسكولاريزاسيون ايتترا ولا ليست راه غادا طويله. Donc les complications post-opératoires sont plusieurs. On distingue les complications médicales, pulmonaires ou infectieuses, c'est un facteur favorisant les pneumopathies, l'atelectasie, épanchement pleural, pneumothorax, médiastinite, le CIRS. Nutritionnel, surtout حيت l'individu عنده un trouble psychiatrique ولا شي حاجه بحال هكاك ولا لو جا مع هذاك الوقت لمده طويله حتى هو يقدر يخرج ليه على يدير ليه دي كارونس. Chirurgical, on peut avoir des péritonites, fistules cervicales, fistules intra-abdominales, nécrose du transplant, paralysie récurrentielle, sténose anastomotique, excès de longueur cervicale, reflux biliaire. Et les exemples sont plusieurs. Donc regardez ici, l'anastomose lit sténosette. Regardez, ozo iléal. L'iléon هو اللي طلعنا لفوق ولا مستينوزي في الاخر مسدود. Sténose ischémique, ça c'est ischémié de l'osophagoplastie. On a essayé de faire la même chose, mais encore une fois, ça c'est sténosé. C'est bon? Bien sûr. Ça bellique. Mhm. اه باقي طرف ديال لوزوفاج صغيور. اوزو اليان هذاك لو موانيون دو لوزوفاج صغيور باقي تما. مم. دابا لابيل هنايا كاينه في الديودينوم وانت ما عندكش ان انتروبي ان زعما سفنكتير بيلوريك. سفنكتير بيلوريك دونك شنو اللي غيبلوكي؟ دونك سي بور سلا يقدر يوقع لك لي ريفلو. بيان سور. سي بون. فوالا. Donc, comme conclusion, l'ingestion des caustiques, c'est une atteinte qui est assez fréquente, surtout dans notre contexte marocain. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre les lésions, parce que c'est une atteinte qui est délicate et qui nécessite une intervention pluridisciplinaire, notamment de l'urgentiste, du chirurgien, etc. Et donc, éviter surtout deux grands problèmes. Imposer systématiquement une exérèse mutilante, mais dès le début, on doit faire une osophago-gastrectomie totale. Vous avez vu que dans certains stades, on peut carrément autoriser l'alimentation et ensuite le patient peut rentrer chez lui. Bien sûr, après avis psychiatrique. Mais c'est pour ça qu'il faut être systématique. S'il y a un stade qui le permet, s'il n'y a pas de contre-indication, la fibroscopie reste le moyen le plus important. Et intervenir trop tardivement sur nécrose digestive. C'est une deuxième erreur. Nécrose digestive, ça peut se compliquer. Et donc la mortalité elle est élevée, surtout liée aux formes graves. La morbidité et l'ordre, il y a beaucoup de complications qui m'attendent à sténose, dégénérescence, hémorragie, infection, péritonite, perforation, donc ça peut donner pneumomédiastin, librige. Donc vous avez vu plusieurs complications. Et les séquelles digestives sont lourdes, surtout que le patient il va commencer à s'alimenter par la gynécostomie et ensuite on va lui donner une oesophagoplastie qui n'est pas vraiment, qui ne remplace pas à 100% le rôle de l'œsophage et il n'a plus d'estomac. Donc l'hospitalisation elle peut être longue, etc. L'intervention précoce du psychiatre. Et c'est surtout le rôle de la prévention primaire. Si le psychiatre il dépiste maintenant la dépression et la traite correctement, et entre autres, ça peut éviter l'épisode d'autolyse. Et donc on peut éviter la prise en charge qui est difficile. C'est bon?
Voilà, très bien. Que voici une slide à la prévention. Quelques mesures très importantes pour prévenir les accidents. Et voilà, c'est tout. Donc je vous souhaite bon courage et on se verra bientôt, Inch'Allah.